Voilà, alors on a notre première version de notre API. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est générer une première version du code. Et on fait ça encore dans un mode un peu découverte pour voir ce qui est fourni par les outils. Et puis pour comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais aussi pour identifier ce qui ne nous plaît pas dans le code qui est généré. Donc je vais revenir dans l'éditeur ici. Et puis, on va utiliser une fonction de base. Et d'ailleurs, vous verrez que ce menu ici, il change assez régulièrement en fonction des releases du projet. Avant, il y avait quelque chose qui s'appelait Spring Boot. Et puis, maintenant, ça s'appelle Spring. Hein, donc, soyez pas trop surpris. Et si vous comparez la version en ligne et la version locale, vous allez aussi probablement voir des différences. Donc ici, je vais générer le squelette. Et puis, avant d'aller voir le code, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est finalement un front-end web qui derrière utilise plusieurs outils de Swagger. L'outil qui est utilisé, c'est Swagger CodeGen. Donc on voit bien ici, ça c'est vraiment l'outil qui permet de générer du code. Alors si vous lisez ici cette petite description, on vous dit que c'est une génération qui est basée sur des templates. Donc ça vaut vraiment la peine de passer un peu de temps à regarder ce qu'il y a dans ce repos. Et ce que vous allez voir là-dedans va pas forcément être décrit dans de la documentation. Des fois, vous allez devoir aller jusque dans le code source de ces outils, dans les templates, pour voir ce qui est possible et puis de faire les ajustements. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez de base un ensemble de ce que ils appellent des langages. Hein, si je descends ici, vous voyez que vous avez ici ces langages. Tout ce que vous avez ici, c'est ce qui correspond à ce que vous avez dans ces menus ici. D'accord? Donc, c'est vraiment chaque langage, c'est un ensemble de templates qui est utilisé pour finalement faire la fusion entre vraiment une spécification d'API, un template et le résultat, ça vous donne du code qui est complet. Donc, on pourrait aussi très bien dire, moi j'ai envie d'avoir la main complètement sur le code qui est généré, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enrichir CodeGen avec mon template. Et puis là, je fais exactement ce que je veux. Évidemment, flexibilité, mais ça demanderait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le générateur Spring, et puis on va essayer de se débrouiller avec. C'est seulement si on a des soucis qu'on pourrait envisager de faire une modification basée sur ce framework Spring. Mais avec le temps qu'on a à disposition, on va essayer d'éviter ça. Ce fichier ici, hein, donc vous aurez l'URL à disposition. Ça vaut vraiment la peine de passer un peu de temps euh, à voir ce qui est fait ici, surtout quand on va aborder cette étape ici où on va configurer le build et la génération avec Maven. Donc, pour le moment, souvenez-vous que CodeGen, c'est le projet qui s'occupe de générer le code, qu'on a un ensemble de templates, et puis que ces templates, ils sont fusionnés avec la spécification d'API pour produire le code, mais que à chaque template, à chaque langage, on a plusieurs options et on peut tweaker ces options pour pouvoir impacter
et modifier la génération du code. Ce qu'on ne peut pas faire ici. Ici, vous voyez, vous sélectionnez un langage et puis vous avez les options par défaut. Si on utilise le plugin Maven ou si on fait la génération en ligne de commande, là on a accès à toutes les options et on a donc quelque chose de beaucoup plus flexible. Ok, donc ça c'est le point de départ. Ce que je vais faire ici, là je viens dans le terminal. J'ai créé un repos. Voilà, donc Teaching AMT 2016 Gamification. Je vais prendre le code qui a été généré. Alors, comment il l'a appelé? Non. Ah, voilà. Alors, ça c'est le code de base qui a été généré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans NetBeans. Donc, on va venir document. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va regarder le code qui a été généré. D'abord, on voit qu'il y a des noms de pactage par défaut par défaut préfixés avec IO Swagger qui ont été choisis, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voudra garder par la suite, hein. Nous, on aimerait bien être dans un namespace CHHEIGVD. Donc ça, c'est une des premières choses qui nous embêtent. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a notre application Spring Boot, ça c'est bien. On a une API où on retrouve notre endpoint. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'annotations. C'est une interface, on reconnaît la signature des choses qu'on a fait. Ensuite, il y a un contrôleur, donc ça c'est l'implémentation. Je reconnais du code Spring Boot, plus ou moins, mais quand on avait fait les tutoriels Spring Boot et qu'on avait fait une API REST, on avait utilisé une version très récente de Spring Boot, puis on n'avait pas travaillé avec @controller, on avait travaillé avec @REST-controller, donc ça me plaît pas trop parce que finalement ils ont l'air de travailler avec
une ancienne version du code. Ensuite, il y a de la configuration. Ça, je ne sais pas encore exactement ce que c'est. On parle de docket. On voit que c'est des choses qui viennent d'un namespace SpringFox. Donc ça, pour le moment, je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai un modèle. Ok, donc là, je reconnais mes DTO, hein, avec des getters et des setters. C'est dommage que ça s'appelle pas DTO. Pour moi, les modèles, ce sera plus les entités JPA. Bref, là, je vois une première chose, c'est que je regarde le code et puis j'ai déjà remarqué qu'il y avait plusieurs choses qui me plaisaient pas complètement et puis où j'allais vouloir faire des ajustements. Et c'est la grande question. C'est finalement assez facile de dire, ben voilà, j'ai fait une génération, j'ai fait une fois ça, maintenant je fais des ajustements dans le code, je nettoie, j'adapte, je modifie, je renomme, je change le nom de mes packages. Pas de souci, ça c'est facile à faire. Qu'est-ce qui va se passer si je dois revenir sur la spécification de mon API, régénérer du code? Là, je vais être embêté parce que j'aurai finalement mon code. Donc, j'ai pris possession du code, j'ai renommé les packages, j'ai utilisé attRestController au lieu de attRcontroller. Et puis je régénère un nouveau squelette. Puis je me retrouve dans une situation où c'est un casse-tête parce que qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que tout ce que j'ai fait, j'ai perdu ou je dois le migrer dans le nouveau squelette? On voit que là, c'est vraiment pas idéal, donc il faudra qu'on trouve un moyen pour améliorer ça. Et de nouveau, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place et qu'on va définir ici. Ce que je vais essayer de faire ici, dans un premier temps, c'est déjà de démarrer l'application. Et donc, ici, si je viens dans les propriétés d'application, on voit qu'on a le context path, donc c'est vraiment l'URL sur laquelle on va pouvoir joindre notre application, et puis le port sur lequel Spring Boot va écouter. Donc là, je vais me mettre sur 8090, puisque j'ai 8080 qui est déjà utilisé par mon éditeur Swagger. Alors là, je vais faire une petite configuration dans NetBeans qui est, je vais exécuter un goal qui est Spring Boot 2.run et puis je vais l'enregistrer ici. Donc on va regarder ce qui se passe à ce moment-là. On voit qu'il a bien démarré l'application, il fait toutes sortes de choses. Tomcat est à l'écoute sur le port 8090. Donc je vais venir sur mon navigateur. Je vais accéder à 8090. Là, j'ai rien du tout. Par contre, vous vous souvenez, on avait dit que le contexte route, c'était API. Et donc là, je suis redirigé vers une API. J'ai la documentation. Si je fais un get, on voit que j'ai reçu un 415. J'ai un nul ici, j'ai une erreur, mais on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est généré par un serveur et on voit
que ici il y a bien des choses qui se sont passées. Hein. Donc a priori, le code qui est écrit ici a bien fait des choses. Ok, donc là on a notre point de départ. Maintenant, je vais en profiter pour faire aussi une petite configuration de mon projet Spring Boot. Vous voyez ici, si je décidais dans mon contrôleur ici, si je fais une modification, il n'y a rien du tout qui se passe. Hein. Si je veux prendre cette modification en compte, je suis obligé de stopper le serveur Spring Boot, de revenir sur mon projet et puis de relancer Spring Boot. C'est pas catastrophique, mais on voit que ce processus-là, il prend quand même à peu près 4 ou 5 secondes sur une application qui pour le moment est très petite. Alors, ce que vous devez savoir, si vous faites une recherche sur Spring Boot DevTools, vous allez arriver dans la documentation de Spring Boot et puis vous allez voir que vous pouvez rajouter cette dépendance et avec les DevTools, vous avez différentes fonctionnalités qui vous sont mises à disposition. Mais il y a notamment ici cette fonction de restart automatique. Alors, l'IDE que vous utilisez va un petit peu changer les choses. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe dans NetBeans. Dans IntelliJ, il y a un petit peu plus de choses à faire. Mais c'est possible d'avoir la même expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que Spring Boot travaille avec deux classes loader. Donc, une fois que ce sera setupé, chaque fois qu'on va enregistrer et recompiler du code, il va uniquement devoir redémarrer le deuxième class loader, donc on va avoir un restart qui est très rapide. Donc pour pouvoir activer ça, il faut que je rajoute la dépendance ici sur les DevTools. Je vais enregistrer ça. On va stopper le serveur. Je vais faire un clean and build. Donc ça, vous allez voir que ça va télécharger la dépendance. Enfin, dans mon cas, elle était déjà téléchargée puisque je l'avais déjà utilisée. Et puis normalement ici, si je relance Spring Boot Run, il a lancé le serveur. Si maintenant je reviens dans une classe, comme celle qu'il y a ici, je fais une modification. Si j'enregistre, par défaut, les projets sont configurés pour faire de la compilation on-save. Donc ça veut dire que si je sauvegarde ça, euh, d'ailleurs là il l'a pas fait. Et il faut que je le fasse au moins une fois probablement. Évidemment, c'est l'effet démo.
Donc ça, je dois débugger, je vais arrêter le webcast ici. C'est toujours un peu délicat de trouver exactement ce qu'il faut faire avec l'IDE, mais pourtant hier j'ai fait exactement les mêmes manipulations. Donc louper une étape, mais l'expérience que je veux avoir, c'est quand je sauvegarde ou quand je recompile le, le projet, il devrait redémarrer après automatiquement le deuxième class loader et donc on devrait avec une seconde avoir le restart, ce qui donne une expérience de développement très agréable. Ok, donc je vais arrêter le webcast ici. Euh, Dans le prochain webcast, on va parler de Spring Fox, on va revenir là-dessus et puis on va après passer sur la configuration avec Maven.